Ok, bonjour tout le monde. On va commencer. Et avant de continuer les exercices, je veux faire une remarque sur l'exercice 11 qu'on a fait. Et en fait, je crois qu'il y a une confusion de notation. Dans cet exercice, avec ce symbole, en fait, ça veut dire plutôt la valeur absolue. Donc, c'est-à-dire que si on a z qui est égal à a plus bi, où a et b sont deux nombres réels, et en fait, la valeur absolue de ce nombre complexe est égale à la racine carrée de a au carré plus b au carré. OK. Mais la dernière fois, j'ai dit que c'était juste a au carré plus b au carré. Non, mais c'était pas ça. OK. Quand on utilise ce symbole, et donc ça veut dire la valeur absolue. Donc ça, c'est vraiment la distance entre l'origine et cet élément représenté dans le plan de nombre complexe. Mais il y a une autre application qui s'appelle norme. Et donc, en fait, ça, c'est une notion plus générale. On peut définir la norme pour une extension de corps plus générale. Et donc, c'est pas seulement dans ce cas avec les deux corps R et Q, R et C, mais on peut définir ça pour n'importe quelle extension de corps ou même extension de algèbre si vous allez voir des notions même plus abstraites. Et donc, en fait, ça, c'est plutôt, par exemple, dans notre cas, c'est juste A plus B, I envoyé à A au carré plus B au carré. Et donc, ça, c'est la norme. Et donc, ici, en fait, donc, c'est deux applications différentes. OK. Elles sont différentes, mais elles sont étroitement liées juste par cette relation de carré et racine carrée. OK. Et donc ça, c'est vraiment la distance entre l'origine et cet élément AB. OK? Donc ça, c'est vraiment la distance. Donc c'est la valeur absolue. Mais ça, c'est le carré de cette distance. OK? Donc la dernière fois, je crois que j'ai dû confondre ces deux notions. Donc il y a une différence de carré, en fait. OK, OK, sinon je crois il y a pas de problème, mais sinon, tout est pareil et même si j'ai pris ça, comme, heu heu, comme comme le F1 la dernière fois, mais en fait, pour montrer que ça reste un morphisme de groupe, c'est exactement pareil puisqu'on a montré que, avec cette application, ça c'est un morphisme de groupe et après, on applique juste la racine carrée. Et donc, on peut vérifier que en fait, avec le même langage abstrait, on peut dire que la racine carrée est aussi un morphisme de groupe. C'est-à-dire que en fait, on a la racine carrée de AB est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B, pour A et B, deux nombres positifs. OK. Donc, c'est-à-dire que on a une composition de deux applications qui sont tous les deux morphismes de groupe, et donc le composé est aussi un morphisme de groupe. Ok, mais bien sûr, on peut juste tout simplement utiliser cette formule pour vérifier que F1, c'est un morphisme de groupe. Ok, et pour l'image de F1, donc c'est l'ensemble de nombres réels strictement positifs. Ok, donc c'est pareil pour la norme, parce que l'image de tous les nombres réel strictement positif et l'ensemble des nombres réels strictement positifs. OK, très bien. Et donc ça, c'est F1 dans l'exercice 11. Et donc aujourd'hui, on va regarder toutes les applications qui restent dans cet exercice. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder F2, F3 jusqu'à F6, puisque ça nous donne des exemples plus concrets. En fait, les derniers exercices de cette feuille, par exemple exercices 16 et 17, sont beaucoup plus abstraits, beaucoup plus difficiles à avancer et c'est peu probable que vous allez voir ce genre d'exercice dans l'examen. Et donc, c'est plutôt les exercices de base, par exemple les exemples concrets et la notion de base qui comptent. Et donc, on va faire euh, un
encore cet exercice 11 avec plusieurs exemples concrets, donc de F2 à F6. OK, maintenant on regarde F2. Il y a une application de Z2 dans Z qui a AB associe leurs différences à moins. OK, donc c'est toujours la même question. On se demande, est-ce que ça, c'est un morphisme de groupe ou pas? Et si c'est le cas, on va déterminer son noyau et son image. OK. Est-ce que vous pouvez juste couper vos micros et donc comme ça, il n'y a pas de bruit? Et quand vous voulez poser des questions ou vous voulez parler un petit peu, oui, mais bien sûr, vous pouvez allumer votre micro. C'est juste que quand vous parlez pas, OK, vous pouvez couper le micro. OK, très bien, merci. OK, donc quelqu'un a des idées pour ça? OK, juste pour ceux qui sont en retard, on regarde l'exercice 11, OK? Donc en fait, pour vérifier qu'une application est bien un morphisme de groupe, ils sont juste vérifiés pour 2 éléments quelconques dans ce groupe de départ. Donc ici, par exemple, on suppose qu'on a 2 éléments A, B et C, D dans Z au carré. F de la somme de ces 2 éléments. OK. Ici, je dis somme parce que c'est avec la notation additive, parce que c'est un groupe abélien. Mais si c'est avec la notation multiplicative, par convention, on dit leur produit. Mais en fait, c'est juste le résultat de cette opération du groupe. OK? Parce que ici, l'opération, c'est l'addition. OK, on va montrer que ça, c'est égal à la somme des images. Donc, bref, on doit vérifier que cette application F2 commute avec l'opération des groupes. OK. Donc ici, ce symbole plus veut dire l'opération de ce groupe Z au carré. Et ici, ce plus veut dire cette opération dans ce groupe Z. OK. Donc ça, c'est l'essentiel. Si on veut traduire cette question en cette formule à vérifier, après, ce qu'il reste, c'est juste formel ou quoi. Donc, c'est-à-dire que, donc d'abord, AB plus CD par la définition de l'addition dans ce groupe, ça vaut A plus C, figure, B plus D. OK. Il faut vérifier. OK. Et ça, c'est égal à, par cette formule, A plus C moins B plus D. Et après, on calcule ce membre à droite. Ça vaut A moins D plus C moins D. OK. Et ça nous donne le même résultat. Et donc, F2 est bien un morphisme de groupe. Okay. Pour vérifier qu'une application est un morphisme de groupe, ça, c'est la seule chose à vérifier. Okay. Donc, parce que ça, c'est la définition, vraiment. Et après, il faut déterminer son noyau et son image. Okay.
le noyau de f de 2, c'est l'ensemble d'éléments dans le groupe de départ, tel que l'image est égale à l'élément neutre. Donc, c'est-à-dire que f de AB, qui est égal à A moins B, doit être égal à 0, qui est l'élément neutre dans Z. OK. Et donc, c'est juste tous les éléments de cette forme. Okay. Puisque A doit être égal à B. Et donc c'est juste toutes les paires dont les deux coordonnées sont pareilles. OK. En fait, on a une notation pour ça. Okay. On le note par Z fois 1, 1. Puisque en fait, on voit que donc, si on le considère comme un vecteur, c'est des mots AA, donc c'est juste A fois le vecteur 1, 1. Donc, en fait, 1, 1, on peut dire que 1, 1, c'est un générateur pour ce groupe. Et donc, ça, c'est juste l'image de tous les multiples de 1, 1. Donc, tous les multiples, par multiple, je veux dire un multiple par un nombre entier. Donc, ça, c'est juste une notation. Donc, quand on voit Z fois un vecteur, par exemple Z fois AB, ça veut dire l'ensemble d'éléments qui est de cette forme. D'accord? OK. Donc, ça, c'est juste une notation. OK. Parce que on va utiliser ça après. Donc, ça, c'est le quart de F2. Et l'image, qui est l'image? L'image est Z. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, F2 est surjective. Pourquoi? Parce que pour tout élément Z, on peut toujours trouver un élément dans Z au carré tel que A soit l'image de cet élément. Pourquoi? Parce que F de A0 est envoyé à A. Okay. Donc, c'est-à-dire que pour chaque élément dans Z, on peut toujours trouver son antécédent. Donc, c'est pour ça que F2 est surjectif. OK, très bien. Et donc je crois c'est pas très difficile. Tous les calculs ne sont pas difficiles du tout. C'est juste qu'il faut comprendre la notion et la définition. C'est-à-dire qu'on doit comprendre ce qu'il faut montrer, donc ce qu'il veut dire par exemple, un morphisme, un noyau, une image. Donc c'est tout ça qu'on doit apprendre. OK. Et après, on a F3. Qui a un élément AB dans Z au carré associe l'élément A moins B modulo 2. OK. Donc ça, c'est un élément dans Z modulo 2. Donc ça, c'est plutôt une classe de concurrence modulo 2. OK. Est-ce que F3 est un morphisme de groupe? Donc c'est toujours la même chose. On prend deux éléments quelconques dans le groupe de départ et on va vérifier que l'image de la somme de ces deux éléments est en fait égale à la somme des images. OK, on va calculer ça.
En fait, c'est exactement la même chose comme, la dernière application, sauf qu'on applique, heu, cette opération de modulo 2. OK. OK et donc on va calculer le quart de F3. Quart de F3, c'est, Z modulo de Z. En fait, ça, c'est aussi subjectif, exemple pour la même raison, parce qu'il y a juste 2 éléments. Il faut trouver un élément, qui a pour image 1 et un autre élément qui a pour image 0. Mais en fait, c'est juste, très simple. Par exemple, 0 0 a pour image 0 et 1 0 a pour image 1. OK, donc, ah non, je dis n'importe quoi, ça c'est l'image de F3, OK, je calcule l'image de F3. OK. Si je fais des bêtises, vous devez m'interrompre. OK. Et le quart de F, c'est quoi? C'est l'ensemble de, RB, AB, peut-être que, l'image par F3 est égale à 0. Donc concrètement, ça veut dire que A moins B est conclu à 0 modulo 2 ou ça veut dire que A est conclu à B, en fait. OK, très bien. OK, tout est, presque formel. OK, je crois il y a rien de difficile, c'est juste pour vous montrer, un peu plus d'exemples. OK. Et pour montrer que F est un morphisme de groupe, je crois que c'est pas la peine de faire le calcul et je vais juste, écrire la conclusion. F est bien un morphisme de groupe. C'est exactement le même type de calcul qu'on a fait. Je vais juste calculer le quart de F. Donc c'est l'ensemble de AB tel que A et B est égal à 0 dans Z et B est égal à 0 modulo 2. Donc les deux conditions veulent dire quoi? Veut dire que B est égal à 2K. Donc B est un nombre pair et A est égal à B. OK, donc ça c'est juste l'ensemble de toutes les paires de cette forme dont les deux coordonnées sont identiques et qui sont tous les deux un multiple de 2. OK. Donc juste avec la même notation, on le note par, Z fois 2, 2. Parce que ça, on peut le considérer comme un multiple de, 2 par K. Et donc ça, c'est juste l'ensemble d'éléments qui sont de cette forme. OK. Donc on peut dire que ça, c'est un groupe engendré par ce générateur de 2. OK. Très bien. L'image. OK, en fait, Z est aussi subjective.
C'est pareil, il faut juste trouver un élément. Et pour F5, et pourquoi ça, c'est un morphisme de groupe? Et donc ça, c'est essentiellement par le fait que pour la puissance, en fait, la puissance, par exemple, x envoyé à a puissance x, ça, c'est un morphisme de groupe entre le groupe du groupe du groupe additif euh, dans, dans un groupe multiplicatif. Ok, donc c'est précisément par le fait que euh, a puissance, une somme de deux nombres, est égale à a puissance x fois a puissance y. Okay, pour montrer que F5 est un morphisme de groupe, et du coup, c'est ça qu'il faut utiliser. OK. Ker de F5 est juste l'élément neutre, c'est-à-dire que F5 est en fait injectif. Pourquoi? Parce que ça, c'est par la factorisation unique. Parce que en fait, dans Q, on peut toujours avoir une factorisation unique à signe près, mais ici, c'est toujours avec le signe positif, et donc il n'y a pas de problème, donc c'est injectif. OK. C'est juste pour vous rappeler que comment factoriser un nombre euh, rationnel, parce que on sait très bien pour un nombre naturel ou plus général, pour un nombre entier, on peut avoir une factorisation dont les puissances sont positives. Mais ici, il faut juste prendre la fraction des deux factorisations euh, des dominateurs et numérateurs. OK. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on a un nombre rationnel qui est a sur b, et on factorise a et on factorise b. Et après, on peut comparer les indices de puissance dans chaque facteur premier. Et donc, on prend leur différence. OK. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai 2 sur 4, donc 2 est égal à 2 puissance 1 et 4 est égal à 2 puissance 2. Et après, on a une factorisation qui est égale à 2 puissance a moins 2. OK. Comme ça, en fait, pour un nombre rationnel, on peut toujours avoir aussi une factorisation unique à ordre près, à signe près. Mais ici, c'est toujours avec le même signe, et donc le Ker de F5 est trivial, et donc cette application est injective. Mais bien sûr, euh, F de F5 n'est pas subjectif. Pourquoi? C'est toujours par la factorisation unique. Si on a un nombre qui est, par exemple, un nombre entier qui est un multiple de 7, donc bien sûr, ça, c'est pas dans l'image de F5. Puisque F5 exprime juste tous les nombres qui ont pour facteur 2, 3 ou 5. OK? Donc, donc ça, il n'y a rien intéressant. On peut juste tout simplement écrire que ça, c'est égal à toutes les, tous les éléments de cette forme. Il n'y a pas d'autres informations disponibles. Et donc, donc c'est une réponse tout bête, mais, on ne peut pas faire mieux. Mais par contre, par exemple, pour F6, qui ressemble un petit peu à F5, mais la différence, c'est que dans les facteurs de cette image, les facteurs ne sont pas promis entre eux. OK, donc on a 3 et 6. OK. Mais en fait, on sait que 6 a une factorisation 2 fois 3, et donc 6 puissance c est égal à 2 puissance c fois 3 puissance c. Donc ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à a puissance 2 puissance a 2
puissance A plus C fois 3 puissance B plus C. OK. Donc, en fait, on peut dire que ça, c'est la vraie forme de cette application. OK, donc, comme ça, c'est plus facile à calculer. Le quart de f, c'est tous les éléments tels que A plus C est égal à 0 et B plus C est égal à 0. OK. Donc, en fait, c'est juste la solution de deux équations linéaires. Donc ça, c'est un système d'équations linéaires, mais on sait très bien comment faire. Donc, on peut fixer, par exemple, une variable libre. Et donc, dans ce cas, je peux fixer C comme variable libre. Et je peux exprimer A et B en une fonction de C. OK? Donc, A est égal à moins C et B est égal à moins C. OK? Et pareil, en fait, on peut juste écrire ça de cette forme. C'est-à-dire que ça, c'est l'ensemble de éléments engendrés par le vecteur -1, -1 et 1. Okay. Parce que tout ça sont des multiples de -1, -1 et 1 par un multiple de C. OK. Et l'image de F6, en fait, bien sûr, c'est de cette forme. Mais la question, c'est est-ce que euh, euh, toutes les possibilités sont possibles? Okay. C'est-à-dire que si, par exemple, si je prends n'importe quel deux indices U et V, donc j'écris 2 puissance U et 3 puissance V, est-ce que ça, c'est dans Excusez-moi, l'image? Oui, oui, je ne Émilie? comprends pas pourquoi pour quart de f6, on a A plus C égale 0 et B plus C égale 0. Pourquoi est-ce qu'on a ça et qu'on n'a pas 2 puissance A plus C, 3 puissance B plus C égale 0? Ah, OK, en fait, parce que ça, c'est, OK, OK. Parce que ça, c'est le groupe multiplicatif. Et donc, l'élément neutre est 1. OK. Ça, c'est pour ça qu'on a un morphisme de groupe. OK, parce que si on considère un morphisme de groupe avec la structure additive, et ça, c'est pas un morphisme de groupe du tout. Parce que ce qu'on utilise, c'est vraiment cette formule-là. OK. Donc, c'est-à-dire que ici, pour le groupe à gauche, on a l'addition, et pour le groupe à droite, on a la multiplication. Et l'élément neutre pour le groupe multiplicatif, c'est l'élément 1. Et donc, en fait, pour trouver le quart de F6, il faut trouver tous les éléments A, B, C. Peut-être que, ouais, je dois écrire un peu plus. Peut-être que A puissance, A2 puissance A plus C fois 3 puissance B plus C est égal à 1. OK. Et par la factorisation unique, ça implique que chaque facteur doit être égal à 1. Donc, c'est-à-dire que 2 puissance A plus B est égal à 1 et 3 puissance B plus C est égal à 1. Et donc, ça implique que A plus C doit être égal à 0 et B plus C doit être égal à 0. D'accord, je comprends, merci. OK, d'accord, très bien. OK. Oui, oui, c'est ça. Oui, donc il faut vraiment regarder quelle opération qu'on considère pour cet ensemble. OK, parce qu'ici, on considère juste un groupe, donc il y a juste une seule opération. OK, parce qu'après, dans la notion de anneau, en fait, on a deux opérations. Et donc, très souvent, les opérations sont juste sous-entendues, parce que c'est rarement qu'on peut avoir même plus que 3 ou 4 ou 5 opérations sur un même ensemble. Et donc, pour la plupart des cas, on a 2 opérations. Et donc, si ça, c'est un anneau, donc, donc les opérations sont sous-entendues pour la plupart des cas. Mais si on considère ça comme un groupe, et donc il y a une ambiguïté. Donc, parfois,
Donc, parce que pour tous les exemples de groupe, on regarde, ils sont aussi des anneaux, en fait, pour la plupart. Et donc, il y a 2 opérations, et donc il y a une opération de groupe, et il y a une opération addition et aussi une opération multiplicative. Et donc, pour les éléments inversibles dans cet anneau, ça forme un groupe avec cette multiplication. OK, c'est pour ça qu'ici, on doit vraiment faire attention, OK, faire attention à l'opération qu'on regarde. OK, très bien. Et donc maintenant, pour déterminer l'image de F6, qui bien sûr, l'image de F6, c'est inclus dans l'ensemble de tous les nombres de cette forme. Mais la question, c'est pour n'importe quel nombre de cette forme, est-ce que ça, c'est dans l'image de F6? Mais ça, c'est juste la question de résoudre un système linéaire. C'est-à-dire que si on a un système linéaire pour n'importe quel de nombre U et V, est-ce qu'on peut trouver toujours une solution? Et ici, U et V sont des nombres entiers et A, B, C aussi. Est-ce que c'est le cas ou pas, à votre avis? Peut-être c'est un peu mieux d'écrire comme ça pour vous rappeler de ce que vous avez appris dans l'algèbre linéaire. Donc, on a une matrice de taille 3 fois 2 et on a 2 pivots et le rang de cette matrice est égal à 2 et on a 3 variables. En fait, la question, c'est juste tout bête. Par exemple, parce que ici, le problème, c'est qu'on a trop de variables. C'est-à-dire qu'on a 3 variables, mais le rang est égal à 2. Et par exemple, si je prends C égale à 0, et A égale à U, et B égale à V, donc ça nous donne une solution. Et après, toutes les solutions sont juste la somme de cette solution particulière plus toutes les solutions du système homogène associé à ce système. C'est-à-dire que homogène veut dire juste un système en remplaçant U et V par 0 et 0. Et donc ça a un nombre infini de solutions. OK. Et on peut, je crois qu'on a déjà vu dans l'algèbre linéaire, on a même la notion de rang pour caractériser combien de solutions on a. Même, on a un nombre infini de solutions. Et donc, il y a bien une notion de dimension pour cet espace vectoriel. Mais ici, c'est par exemple pareil, parce qu'on exige que les solutions doivent être dans Z. Mais en fait, c'est bien dans Z. Par exemple, juste comme je vous ai déjà dit, on prend 0 et 0 et U et V et ça me donne une solution particulière. Et après, pour comprendre toutes les solutions du système euh, homogène, on a aussi une notion de rang, mais on considère les sous-ensembles dont les coordonnées de A, B, C sont entiers. OK. Donc, l'image de f de 6, c'est tous les nombres de cette forme, avec U et V dans Z. OK. Donc ça, c'est un sous-ensemble de Q. OK. Donc ce n'est pas nécessairement un nombre entier, puisque U et V peuvent être négatifs. Et dans ce cas-là, 2 puissance V et 3 puissance, V n'est pas entier, mais qui est plutôt un nombre rationnel. OK, très bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, n'hésitez pas. OK, sinon, on regarde l'exercice 12.
Si on a un élément G d'ordre fini, je vous rappelle la notion d'ordre. En fait, on a déjà vu cette notion dans la première partie d'arithmétique, mais en fait, ça, c'est juste un cas particulier pour cette notion d'ordre. Donc, d'ordre fini, par exemple, on note l'ordre de G par n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n est le plus petit nombre positif entier tel que G plus puissance n est égal à l'élément neutre. Ici, j'utilise la notation multiplicative. Mais G puissance n veut dire juste on fait n fois l'opération du groupe. Donc ça, c'est la définition de l'ordre de G. Après, en fait, on a aussi la définition pour un autre d'un groupe. C'est-à-dire que pour un groupe G, on peut aussi définir son ordre. Mais l'ordre de G, c'est juste le nombre d'éléments dans G. Mais bien sûr, pour G fini. Donc, si G est infini, on dit que G a pour ordre infini. Donc ça, c'est la notion de ordre. Et si on a un élément petit g dans grand G qui a pour ordre fini, donc on peut supposer que l'ordre de G est égal à n, et on a un morphisme f qui est de G dans H. Montrer que l'ordre de f de G divise l'ordre de G. Et en fait, dans une situation meilleure, quand f est injectif, on peut même montrer que les deux sont égaux, en fait. Donc, l'ordre de f de G est égal à l'ordre de G. En fait, pour cette notion, on peut même montrer une propriété, je crois on a déjà montré ça plusieurs fois, mais ça, c'est très important quand on regarde tous les problèmes concernant l'ordre. En fait, si on a G puissance m qui est égal à l'élément neutre, alors m est divisible par l'ordre de G. Donc, c'est-à-dire que tous les nombres m qui satisfont cette relation sont des multiples de n. Et n, c'est le plus petit parmi tous les nombres ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on prend juste l'ensemble des noms qui satisfont cette condition, et on dit que en fait, ça forme juste un ensemble de ces formes z fois un nombre n. Et donc n, on le définit comme l'ordre de cet élément. Et pourquoi? En fait, ça, c'est très facile à montrer, parce que c'est juste par la division euclidienne. Sinon, on peut utiliser la division euclidienne pour trouver un élément, un nombre entier R
strictement positif et strictement plus petit que n. Qui est le reste de cette division euclidienne. Et après, on applique l'opération du groupe avec à m fois, donc, et on remplace m par cette écriture. Et donc, ça montre que ça, c'est déjà égal à l'élément neutre. Et ça, c'est égal à l'élément neutre. Et donc, ça montre que, en fait, R donne un nombre plus petit tel que G puissance R est l'élément neutre. Et donc, ça nous donne une contradiction. Okay. C'est très facile à montrer, donc c'est pour... Donc, parmi tous les nombres m, tels que G puissance m est égal à l'élément neutre, tout ça forme une série de multiples d'un certain nombre n qui est le plus petit, et n est défini comme l'ordre de G. Ok, donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire cette phrase? L'ordre de f de G divise l'ordre de G. Donc, ça veut dire juste que si on prend l'ordre de G qui est égal à n, si f de G puissance n est l'élément neutre, et on me dit que l'ordre de f de G divise l'ordre de G. Ok. Je vais écrire ça. En fait, ça c'est vrai en général. C'est-à-dire que l'ordre d'un élément divise n. Ok. N peut être un nombre quelconque, mais ici, n en question, c'est l'ordre de G. Ça veut dire juste que fg puissance n est l'élément neutre. Ok. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que ça, c'est vraiment très, très important. En fait, c'est juste deux façons d'exprimer la même condition. Okay. Donc, c'est exactement la même chose. Okay. F de G, donc l'ordre d'un élément, okay. Peut-être même plus abstrait. L'ordre de, par exemple, un élément H divise un nombre entier, disons, grand M. Donc, ça dit juste que H puissance grand M est égal à E. OK? Parce que tous les multiples de M, donc c'est-à-dire que tous les M qui sont divisibles par H sont précisément tous les éléments entiers M tels que H puissance M est égal à E. OK? Donc, c'est-à-dire que si on regarde l'ensemble de M, tel que H puissance M est égal à l'élément neutre, ça c'est précisément Z fois l'ordre de H. OK? Donc, c'est pour ça que les deux conditions sont équivalentes. Et donc, maintenant, c'est très, très facile. Donc, il faut juste montrer que f de G puissance n est égal à l'élément neutre. Donc, il faut vérifier ça. Mais on sait que f est un morphisme de groupe. Et donc, au lieu de faire d'abord l'opération de cette application et après l'opération du groupe, donc puissance n veut dire juste qu'on fait n fois l'opération du groupe. On peut faire d'abord cette opération du groupe n fois et après on applique cette application f. Ok, mais G puissance n est égal à l'élément neutre dans G, et donc f de E est égal à E. Okay. Les deux E ne sont pas en fait exemples pareils. Cette E veut dire l'élément neutre dans G et cette E veut dire l'élément neutre dans H. Okay.
Mais ça, c'est par une propriété du morphisme de groupe. Si F est un morphisme de groupe, ça envoie toujours l'élément neutre à l'élément neutre. Pourquoi? Parce que déjà, on peut prendre juste l'élément neutre et on prend le produit de 2 fois E. Donc bien sûr, E fois E est toujours égal à E. Et donc ça, c'est F de E. Et après, mais ça, c'est égal à F de E fois F de E. Mais parce que ça, c'est un groupe. Maintenant, on ne sait pas encore a priori si ça, c'est l'élément neutre dans H ou pas. Mais dans H, on sait que ça, c'est un groupe dans H, donc ça a toujours un inverse. Et donc, on multiplie cette égalité par l'inverse de cet élément. Et on trouve que, en fait, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est par la définition d'inverse. OK. OK. Donc, si F est un morphisme de groupe, l'élément neutre associe toujours l'élément neutre dans le groupe d'arrivée. OK. Donc, on a montré que N satisfait cette relation et ça dit précisément que N est divisé par l'ordre de cet élément, qui est F de G. OK. Et maintenant, on peut montrer que si F est injectif, en fait, les deux sont égaux. C'est-à-dire que, en fait, si F est injectif, N est vraiment le plus petit nombre naturel, peut-être que F de G puissance N est égal à E. OK. En fait, c'est toujours par le fait que F, c'est un morphisme de groupe. On voit que toutes les puissances de F de G avec une puissance plus petite que M ne peuvent pas être l'élément neutre. Pourquoi? Parce que ça, c'est injectif. Et tous les G puissance 2, G puissance 3, jusqu'à G puissance N, ok, pas encore ici, ok, jusqu'à G puissance N sont différents. Ok. Pourquoi? Parce que si on a deux qui sont identiques, leur différence, ici c'est pas la différence, c'est plutôt la quotient. La quotient est égale à l'élément neutre, et donc on trouve un indice plus petit que n. Peut-être que G puissance cet indice est égal à l'élément neutre. OK? Ou on peut juste dire que donc parmi tous ces nombres-là, il n'y a aucun qui peut être égal à l'élément neutre. Pourquoi? Parce que par exemple, si Fj de k est égal à l'élément neutre, avec k plus petit, strictement plus petit que n. Alors, f de g puissance k est égal à e, mais f est injectif, pardon. Donc, le seul élément qui a pour image nul, c'est l'élément nul. Donc, c'est-à-dire que g puissance k doit être égal à e, mais ça contredit le fait que n est l'élément, n est l'ordre de g. OK. OK. Donc, en fait, on peut dire que si on a un morphisme injectif, donc, en fait,
de comportements sont envoyés fidèlement dans le groupe d'arrivée. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ici sont conservés, et même si on est dans un groupe plus grand, et donc il y a d'autres choses qui se passent, mais pour les images de ce groupe de départ, et ça c'est fidèlement conservé, donc tout ce qui se passe ici par cette application euh, réserve comme, reste comme, toujours le même comportement dans le groupe d'arrivée. Et donc, c'est pour ça que quand on a un morphisme injectif, on peut dire que ça induit un isomorphisme entre ce groupe de départ et l'image de cette application. Okay? C'est-à-dire que si on regarde juste l'image de cette application dans le groupe d'arrivée, et ça, c'est isomorphe au groupe de départ, si ce morphisme de groupe est injectif. OK? Donc, c'est-à-dire que quand on voit un morphisme injectif, on est très content parce que, au lieu de regarder ce groupe lui-même, on peut juste regarder son image dans le groupe de départ. Et parfois, par exemple, quand le groupe de départ est plus facile à comprendre, et ça nous permet de mieux comprendre la structure de ce groupe de départ G. OK. En fait, ça, c'est la théorie de représentation, si vous voulez. C'est-à-dire que si on veut comprendre juste un groupe euh, abstrait, mais donc, donc c'est vraiment, vraiment très, très abstrait. Donc, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, mais on peut, par exemple, définir une injection de ce groupe dans le groupe de matrice. Parce que pour le groupe de matrice, on le comprend très bien, et donc, on peut voir et comment ça comporte avec les matrices. OK. Et donc, comme ça, on dit que ça a une représentation fidèle. OK. Et c'est pareil pour les anneaux, en fait. OK. OK, OK, très bien. Donc, ça, c'est l'exercice 12. Et après, on regarde l'exercice 14. Il y a encore des questions. OK, maintenant, on a la notion de quotient. OK, donc, en général, on considère un groupe G quotienté par notre groupe H. Okay. Si H est abélien, et donc dans ce cas, si G est abélien, et donc dans ce cas-là, c'est plus facile à définir le quotient G sur H, parce que on dit que deux éléments sont considérés comme le même élément dans ce quotient, si et seulement si leur différence est dans H. Okay. Donc, on prend juste un élément dans G et on le considère comme un représentant de l'ensemble petit g plus H. OK. Donc, ça, c'est-à-dire que ça, on peut le considérer comme l'ensemble de toutes les classes de concurrence modulo H. Donc, quand deux éléments dans G a pour différence dans H, on le considère comme dans la même classe modulo H. OK. Et quand G est abélien, on peut définir une structure de groupe encore sur cet ensemble, très très naturellement. C'est-à-dire que si on veut définir leur somme, on prend juste les sommes de deux représentants et après, on va montrer que ça, c'est bien défini. C'est-à-dire que si on prend deux autres représentants de la même classe de concurrence, et ça nous donne le même résultat après cette opération. Mais si G n'est pas abélien, donc ça c'est un peu subtil, puisqu'on n'a pas la
activité, c'est-à-dire qu'on a G1 plus H et G2 plus H. Et donc, comme ça, dans ce cas-là, G1 plus H plus G2 plus H, c'est juste égal à G1 plus G2 plus H. Mais quand G n'est pas abélien, et donc on ne peut pas forcément commuter ces deux opérations, et donc on a une notion de groupe distingué. C'est-à-dire qu'on demande que G1H1, G2H2 est toujours égal à G1, G2, H1, H2. OK? Et comme ça, en fait, on me dit que pour n'importe quel G, G, H, G-1 est toujours égal à H. OK, parce que j'écris pas tout ça parce que ça, c'est dans votre polycopier. Et donc, c'est pour la notion de groupe distingué pour G non abélien. Mais dans ce cas-là, ce sont des groupes abéliens, donc on n'a pas ce souci, donc c'est très bien. C'est juste pour vous dire que, en fait, quand on voit cette notation cautionné par quelque chose. Donc, c'est tout simplement que si deux éléments ont pour différence dans Z, fois, par exemple ici, Z fois 1, 1, donc les deux éléments sont considérés comme identiques dans ce quotient. OK. Et on a un morphisme, on a un théorème de homomorphisme. C'est-à-dire que, en fait, comment décrire tous les noyaux. En fait, ça correspond juste à tous les groupes de quotients. Pourquoi? Parce que si on a un morphisme F qui va de G dans G', en fait, on a dit que l'image de F est isomorphe à G si F est injectif, mais en fait, on peut généraliser ça. Quand F n'est pas injectif, on quotiente G par le noyau de F. Et ça nous donne toujours un morphisme. OK. Ça, c'est le théorème d'homomorphisme, je crois. Si je ne me trompe pas, le nom de ce théorème. Donc, ce qu'on a vu avant, c'est juste un cas particulier, c'est-à-dire que quand le quart de F est trivial, et l'image de F est juste égale à G, qui est le groupe de départ. OK. Et c'est pareil, et donc, c'est-à-dire que si on a une application F, on peut avoir un groupe de quotient de G, et c'est pareil, si on a un groupe de quotient G, on peut toujours définir une application qui va de G dans G sur H, donc, qui a un élément associé sa classe de concurrence modulo H. OK. Donc, on a vraiment une correspondance bijective entre le quart de tous les morphismes groupes de G avec tous les sous-groupes distingués de G. Okay. Et tous les sous-groupes distingués de G sont en correspondance avec tous les groupes de quotient de G. Okay. Donc, tous les groupes de quotient de G sont en correspondance bijective avec les noyaux de F pour tous les morphismes de G. OK, très très bien. Et donc, dans ce cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on voit très bien qu'on a un morphisme de cette forme. C'est-à-dire qu'on a un isomorphisme, où un côté, on a quotienté par quelque chose. Et donc, c'est très possible qu'on a d'abord une application comme ça, qui a un morphisme de groupe, et après, ça, c'est juste le quart de ce morphisme. Et après, ça induit un isomorphisme par le théorème d'homomorphisme. OK. Et donc, en fait, comment on peut définir un morphisme de groupe de, par exemple, Z au carré dans Z? Ça, c'est juste ce qu'on a vu dans l'exercice 11.
C'est-à-dire qu'ici, dans l'exercice 11, on a vu par exemple ici que on a un morphisme de Z au carré dans Z. Qui a pour R Z fois 1 et qui a pour image F. OK, donc par le théorème d'homomorphisme, on applique tout simplement ce théorème, tout ça, parce que pour appliquer ce théorème, il faut comprendre le Kerr, le image, mais on a déjà calculé tout ça, et donc on peut obtenir beaucoup d'isomorphismes. Et donc on est très content, et donc on peut appliquer beaucoup de isomorphisme systématiquement dès qu'on a une application. OK, c'est très bien. Et donc, on a beaucoup d'applications dans cet exercice 11, et donc on va fabriquer beaucoup d'exemples de isomorphisme. Et donc, très bien. Donc, ici, donc, j'écris juste d'abord l'énoncé de ce théorème, c'est l'image de F2 est égale à, le coup de départ, c'est Z au carré, quotienté par le quart de F. OK, mais l'image de F, c'est juste Z. Et Z au carré quotienté par le quart de F, qui est précisément le isomorphisme demandé dans l'exercice 14. Okay. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est juste cette direction, et donc on a un morphisme de Z au carré quotienté par Z11 dans Z. Et donc c'est une application de ce sens, mais on doit définir dans l'exercice 14 un morphisme qui va de Z dans Z au carré modulo Z11. OK, donc c'est l'autre sens. Et donc c'est juste l'inverse de cette application. OK, cette application, c'est quoi? C'est A, B, envoyé à A moins B. Et après, il faut juste trouver l'inverse de cette application. C'est-à-dire que si on a juste un seul élément, par exemple x, on doit associer x à une paire d'éléments dont leur différence est égale à x. Donc, tout simplement, très bête, par exemple, on peut juste prendre x0. Mais bien sûr, on peut aussi prendre x plus 1, 1, ou x plus 2, 2, ou quelque chose comme ça. Et donc, la seule condition qu'on doit vérifier, c'est que leur différence doit être égale à x. OK. Et maintenant, on, on doit vérifier que ça nous donne vraiment une inverse. OK. Donc, on note ça par exemple, f. Donc, f, c'est l'application de z au carré quotienté par z, 1 dans z. Et g, c'est son inverse, c'est le candidat pour son inverse. Mais maintenant, on va vérifier que f, c'est vraiment l'inverse de f. OK. Pour vérifier qu'une application, c'est l'inverse de l'autre, il faut vérifier que ça, c'est à la fois un inverse à gauche et un inverse à droite. C'est-à-dire que f rond g et g rond f sont tous les deux les applications identité, d'accord? OK. Du coup, il faut vraiment vérifier les deux, parce que c'est pas automatique un morphisme, un inverse à gauche et automatiquement un inverse à droite. C'est pas toujours le cas. Et en fait, je crois que vous avez déjà vu la notion d'anneau. En fait, on considère par exemple tous les morphismes euh, comme matrice, et donc on peut définir déjà deux opérations sur cet ensemble. Puisque par composition, on prend juste les composés de deux morphismes, et ça nous permet de définir une opération sur toutes ces applications. Et on peut aussi définir addition, qui est juste un autre morphisme qui est défini par image, c'est-à-dire que l'image de ce morphisme, c'est juste la somme des images des deux morphismes considérés. Et donc, il y a deux opérations sur cet ensemble de morphismes. Et donc, c'est pas nécessairement que ça, au niveau de anneau, euh, pour tous les. Parce que pour un anneau,
on a déjà un groupe additif et aussi une structure multiplicative dont tous les éléments n'ont pas nécessairement des inverses. OK. Donc, dans ce cas-là, on peut bien voir vraiment beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples dont un élément qui est un inverse à gauche, mais qui n'a pas d'inverse à droite. OK. Mais si un élément a à la fois un inverse à gauche et un inverse à droite, on veut dire que les deux éléments sont pareils. Mais ce n'est pas le cas qu'un inverse à gauche donne automatiquement un inverse à droite. OK. Donc, vérifier que, OK, on va vérifier que G est l'inverse de F. Donc, c'est-à-dire qu'on doit vérifier les deux. OK. OK. G rond F, donc c'est d'abord, on utilise l'application G et donc X est envoyé à X0. Et après, par l'application F, ça c'est envoyé à X. Et donc c'est bien, et donc ça c'est l'identité. Et après, si on applique d'abord F, donc AB est envoyé à A moins B. Et après, ça c'est envoyé à A moins B 0. OK. Est-ce que ça c'est l'identité dans Z quotienté par Z11? Donc ça veut dire qu'on doit vérifier si la différence des deux éléments ici sont dans cet ensemble. OK. Donc ça c'est précisément la définition pour le groupe quotient. C'est-à-dire que les deux éléments sont le même élément dans ce groupe quotient, c'est seulement aussi leur différence dans Z au carré et dans Z fois 1. OK. Mais on vérifie que leur différence BP sont bien dans cet ensemble, OK, qui est le quart de F. Donc ça, c'est aussi l'identité. Donc G est l'inverse de F en tant qu'application. Mais on sait déjà que F, c'est un morphisme de groupe, et donc G est aussi un morphisme de groupe. OK. Donc si un morphisme de groupe a un inverse en tant qu'application, son inverse est aussi un morphisme de groupe. OK, donc comme ça, maintenant, on obtient un morphisme de groupe de Z dans Z au carré quotienté par Z11, donné par cette formule. Et ça, c'est bien un morphisme de groupe qui est bijectif, qui est donc un isomorphisme. Et pour la deuxième question de l'exercice 14, je crois que c'est aussi pareil. Ça nous rappelle de l'application aussi dans l'exercice 11. OK. Ça, parce que dans l'exercice 11, on a déjà vu l'application F4 qui va de Z au carré dans cet ensemble-là. Et pour montrer que ça nous donne un isomorphisme, donc on doit espérer quoi? On doit espérer que déjà, cette application, ou plutôt ce morphisme de groupe, pardon, ce groupe de morphisme est surjectif et aussi le quart est Z de 2. OK, donc c'est-à-dire que ça, c'est quart de Z de 2 et ça, c'est l'image de f doit être égale à ça. Okay. Donc ça doit être l'image de f et ça doit être égal à l'image quart de f. Et par le théorème d'homomorphisme, ça nous donne un isomorphisme. OK, donc on va regarder ça. Donc on sait déjà que c'est très facile à montrer qu'il existe un isomorphisme entre ces deux groupes, mais la question c'est plutôt que comment on peut décrire explicitement son inverse. Okay? Parce que dans l'exercice 14, ce qui est demandé à montrer, c'est l'isomorphisme, c'est le morphisme de l'autre sens. OK, donc c'est ici, donc très bien, je l'ai trouvé dans l'exercice 11. OK,
Donc, très bien. Donc, on fait juste tout ce qu'on a fait. Donc, on a le care, le image. Donc, l'image, donc bien subjective. Et donc, par le théorème d'homomorphisme, l'image est égale à z au carré, qui est le groupe de départ, quotienté par le quart de f. OK, donc ça nous donne juste exactement ce qui est demandé. Et très bien. Et donc f, c'est une application de ce sens. Donc il y a AB dans z au carré associe A moins B et B modulo 2. Donc maintenant, la question, c'est comment trouver son inverse. Donc, c'est-à-dire que si j'ai déjà x et y et y modulo 2, bien sûr, comment on peut définir un élément ici? Okay. En fait, par exemple, ici, on me dit que, ouais, on suppose que x est égal à 1 ou 2 comme représentant de toutes les classes de concurrence modulo 2. Et après, on définit ça juste par x moins y et y. Okay. Parce que maintenant, si on fixe y juste comme 1 ou 2, qui sont deux nombres entiers bien définis, donc les deux ne sont pas juste deux classes de concurrence, parce qu'ici, y modulo 2 veut dire vraiment une classe de concurrence, et du coup, c'est un ensemble. Et donc, il y a beaucoup de nombres là-dedans, donc il n'y a pas un y a priori qu'on peut choisir, mais si on fixe par exemple x, y comme 0 ou 1, on peut définir une application comme ça. Et maintenant, c'est juste la même question. On doit vérifier que ça nous donne l'inverse de f. OK. Donc, c'est pareil. Et donc, on vérifie les deux sens. Donc, d'abord, si on applique d'abord g et après f, donc ça devient ça. Et après, on applique ça. Ah, pardon! Ah oui, c'est ici. Et après, on applique f. Ah! Donc, si on a un élément ici, d'abord, on applique ça. Et après, donc, on remplace A et B par x plus y et y. Et ça devient quoi? Ça devient x et y modulo 2. Okay. C'est pour ça qu'on a choisi une formule comme ça, parce que c'est vraiment pour obtenir ce genre de formule. C'est qu'on veut appliquer ça on veut appliquer ça d'abord et ça après, et on veut retrouver x. Okay? Et après, il faut vérifier l'autre direction, c'est que si on applique f d'abord et g après, donc AB devient ça, et après, ça devient, mais ici, B, c'est pas nécessairement 1 ou 2, okay. Mais après, on ajoute juste sa classe de concurrence, modulo 2, donc pour lequel on prend 1 ou 2. Ah, il est où? Il est où? Il est où? Ah, ok, ici. Ok. G, ça c'est envoyé à A moins B plus, ok, je note par B0 où B est conclu à B0 et B0 est un élément 1 ou 0 ou 1. Ok, c'est pas 1 ou 2, mais c'est 0 ou 1, pardon. Ok, parce qu'on a, dans cette définition de G, on a défini ça comme Y comme 0 ou 1. Ok. Et donc maintenant, il faut juste vérifier que les deux éléments sont juste le même élément,
dans ce groupe de quotient. En fait, ça, c'est pareil. Il faut juste montrer que leurs différences sont bien dans Z de 2. Leur différence est égale à quoi? Est égale à... est égal à quoi? Est-ce que c'est bien le cas ici? Non, pas forcément. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème encore et comment on peut résoudre ce problème? Comment on peut trouver un inverse de f? OK. Parce que maintenant, j'ai l'impression que, ah oui, il y a pas de problème. OK, OK. Ah oui, mais pardon. La différence est égale à P-0, P-P0 et point B-P0. Et parce que P-P0 est divisé par 2, parce que c'est juste par la définition de notre application G. Donc, on doit prendre un représentant Y qui est concu à B. OK. Donc, c'est-à-dire que ici, B est concu à B0 et donc B moins P0 est un multiple de 2. Et donc, ça, c'est bien dans cet ensemble. OK. Donc, et après, avec le même raisonnement, on dit que, ouais, donc maintenant, on a un inverse de f en tant qu'application, mais f, c'est déjà un morphisme de groupe, et donc G est aussi un morphisme de groupe. Et donc maintenant, on a défini un morphisme de groupe de ce truc-là dans ce truc-là, qui est un isomorphisme. Parce que ça, c'est l'inverse d'un isomorphisme. OK. J'ai oublié de dire ça explicitement, mais un inverse d'un isomorphisme, c'est bien sûr un isomorphisme, parce qu'un inverse d'un morphisme, donc ça c'est déjà bijectif, et ça c'est un morphisme, et donc ça c'est un isomorphisme. Ok, très bien. Donc ça c'est l'exercice 14, et donc ça c'est plutôt l'application du théorème d'homomorphisme, c'est-à-dire qu'on a toujours un isomorphisme comme ça. Donc, dès qu'on a une application, on peut en fabriquer un isomorphisme. Okay, donc, c'est l'image de cette application qui est isomorphe à G quotienté par le noyau de F. Okay. Donc, quand on voit par exemple des morphismes quand on voit des isomorphismes à démontrer, et quand on voit il y a quelques trucs quotientés par quelques trucs. Et donc, le premier réflexe, c'est qu'on doit prendre une application telle que le cœur de cette application est égal à ce sous-groupe. OK? Et après, l'image de cette application est égale à est égal au groupe d'arrivée. OK, très bien. Ça, c'est cet exercice. Il nous reste encore 10 minutes. Je crois qu'on peut finir l'exercice 15. Parce que pour l'exercice 15, c'est plus facile, parce que ça, c'est plutôt sur la partie arithmétique. C'est juste qu'on utilise les notions de groupe pour étudier ce qu'on a déjà vu dans la première partie. Et donc, ça nous permet de voir comment on a justifié la notion de ordre qu'on a définie pour les éléments inversibles. En fait, les deux coïncident, c'est-à-dire que l'ordre pour un élément en tant qu'élément inversible modulo un nombre n, ça correspond juste à l'ordre de cet élément dans ce groupe G, qui est tous les éléments inversibles modulo un nombre. Par exemple, ici, c'est 16. OK. G est défini comme tous les éléments inversibles modulo 16 avec la multiplication. En fait, plus généralement, si on a un anneau, les éléments inversibles forment un groupe. OK. Parce que pour un anneau, on a deux opérations. Pour
pour l'addition, ça forme un groupe déjà. Et pour la multiplication, pas forcément. On a juste l'associativité. On a un élément qui est dit comme unité, et donc qui est censé être l'élément neutre, mais on n'a pas forcément un inverse pour tous les éléments. Donc on dit que ça, c'est l'unité. Et, et on a une compatibilité entre ces deux opérations, addition et multiplication. Donc, cette compatibilité, c'est juste la distributivité. Mais si on considère juste tous les éléments inversibles par rapport à cette opération de multiplication, ça forme en fait un groupe avec cette opération de multiplication. Et donc ça, c'est vraiment un résultat général. Et donc ici, on applique juste ce résultat à c'est un autre modulo 16. Et donc ça forme un groupe. Okay. Et donc la première question, quel est l'ordre de G? Et donc c'est pour vous rappeler que l'ordre de G, c'est juste l'ensemble, c'est juste le nombre d'éléments dans G. OK. Donc il y a combien d'éléments dans G? Donc par la définition de la fonction de l'aire, ça c'est précisément, donc les deux sont juste précisément la même chose, et donc l'ordre de G, c'est le nombre d'éléments inversibles modulo 16, qui est la fonction de l'aire de 16. OK, donc c'est phi de 16 qui est égal à... OK, je vous rappelle comment calculer la valeur de la fonction de l'aire pour une puissance d'un nombre premier. Donc c'est juste égal à 2 puissance 4 moins 2 puissance 3. OK. Ça, c'est important, ça, c'est la partie arithmétique. Et pourquoi? Parce qu'un élément est inversible modulo 16 si elle somme aussi, ça, c'est premier à 16, et donc premier à 2. Donc, ça, c'est inversible dans 16 si elle somme aussi, cet élément n'est pas divisible par 16. Et donc, parmi tous les nombres 1, 2 jusqu'à 15, on a 16 éléments, et tout ce qui n'est divisible par 16, c'est 2 puissance 3, et donc tout le reste sont les éléments qui ne sont pas divisibles par 16. Qui ne sont pas divisibles par 2, pardon. Okay. On regarde les éléments qui ne sont pas divisibles par 2. Okay. Donc il y a 8 éléments qui ne sont pas divisibles par 2. Et ça, c'est les éléments inversibles modulo 16. OK, ça c'est une révision, mais qui est très très important. Et après, énumérer les éléments de G et déterminer leur ordre respectif. OK, mais bien sûr, et donc on sait que tous les éléments de G sont juste parmi toutes les classes modulo 16, et donc j'écris d'abord les classes modulo 16, et j'utilise le reste modifié, c'est-à-dire que on demande que la valeur absolue du reste soit toujours plus petit que la moitié de 16, et on ajoute plus ou moins, et donc comme ça, on peut faciliter le calcul. Et ça, c'est toutes les classes de concurrence modulo 16, et parmi toutes ces classes-là, celles qui sont inversibles sont celles qui ne sont pas divisibles par 2, et donc on enlève tout ce qui sont divisibles par 2, et donc ça nous donne 8 éléments, je vais montrer dans la première question, qui sont les éléments inversibles modulo 16, et du coup, qui sont les éléments dans G. Et déterminer leur ordre respectif. OK? Par exemple, pour 1, l'ordre, c'est juste égal à 1. Et pour moins 1, c'est, pardon, l'ordre est égal à 2. Et pour 3, il faut calculer un peu plus. On a 3, et après 9, et 9 est égal à moins 7. Et après moins 5. Est-ce que c'est correct ou pas? Okay, comment? Donc ça, c'est 3, ça, c'est 9. Et, et oui. Et après, moins 15, et moins 15, c'est juste 1. OK, donc l'ordre de 3 est égal à
4. Et après, on fait la même chose. Mhm. Deux, 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 deux. On fait juste ce calcul du même type comme ça. Et je crois que je ne vais pas finir. Je vous laisse finir tout ça. Et après, le groupe est-il cyclique? En fait, si on veut finir la question 2, la question 3 est automatique. Puisque le groupe est cyclique, c'est selon si on peut trouver un seul générateur. On peut trouver un ensemble de générateurs qui contient un seul élément. Okay. Mais on peut avoir plusieurs générateurs qui peut engendrer ce groupe. C'est-à-dire que, par exemple, si par exemple, 1 engendre le groupe Z et -1 engendre aussi le groupe Z. OK. Et, heu, et donc, donc, il faut juste trouver un élément qui a pour ordre 8. OK. S'il y a donc les 2 conditions sont vraiment équivalentes, si on peut trouver un élément d'ordre 8, ça, c'est un générateur de G et donc G est cyclique par la définition et si on ne trouve pas d'élément d'ordre 8 et il n'y a pas de générateur et donc G n'est pas cyclique. Donc la question 3, c'est juste une réponse tout de suite, d'après la question 2. C'est que si on voit un élément d'ordre 8, on me dit que ouais, euh, ça c'est euh, ça c'est un groupe cyclique, mais sinon non. OK. Ok, je vais vous juste donner la réponse. Ça, c'est moi. OK. Oh, pardon. J'ai mal écrit. OK. J'ai cru que j'ai écrit -7. OK, mais ça, c'est -3. OK. Ça, c'est 7. Donc, c'est 4. OK. OK, très bien. Et donc, mais pour calculer ça, c'est vraiment qu'on fait juste un tableau et on calcule ou plus 4 fois ça et on peut obtenir leur ordre. Et maintenant, on voit que G n'est pas cyclique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élément d'ordre 8. OK, je crois qu'on n'a pas le temps pour la question 4, mais je vais vous juste donner la réponse et je vous laisse vérifier que en fait, F, c'est un isomorphisme. D'abord, pour montrer que F, c'est un morphisme, je crois que c'est juste très, très facile, parce que c'est exactement ce qu'on a vu dans l'exercice 11, comme F5 et F6. On a juste une formule définie par la puissance, et donc on sait déjà que la puissance, c'est un morphisme, parce que A puissance X plus Y est égal à A puissance X fois A puissance Y. Et après, il faut juste vérifier que F est bijectif. Mais maintenant, on a une application entre deux ensembles finis et donc pour vérifier qu'un
une, euh, une application soit bijective, il faut d'abord compter le nombre d'éléments dans ces deux ensembles. Si les deux ensembles n'ont pas le même nombre d'éléments, mais bien sûr, ils ne peuvent pas être bijectifs. Et donc, si les deux ensembles ont effectivement le même nombre d'éléments, et il faut juste vérifier soit il est surjectif, soit il est injectif. C'est-à-dire que l'un implique l'autre, puisqu'on a vraiment une correspondance, et si l'application est injective, et si les deux ensembles ont le même euh, nombre d'éléments, et bien sûr, il est aussi subjectif. Et ici, on a juste 8 éléments. Et donc, c'est très, très facile. Vous pouvez juste écrire, pas calculer ces 8 choix possibles. C'est-à-dire qu'on prend A qui est égal à plus ou moins 1, et B, non, qui est égal à 1 ou 0, B qui est égal à 0, 1, 2, 3. Et donc, on fait juste le calcul de moins 1, puissance A, et 5, puissance B. Et donc, on a 8 images pour F possibles, mais bien sûr, c'est possible que, ouais, il y a des images qui sont égaux, et donc dans ce cas-là, F n'est pas injectif. Mais après, vous allez voir que en fait, F est bien bijectif, c'est-à-dire qu'on a vraiment une correspondance bijective entre ces 8 éléments. Okay. Dans cette question précise, c'est vraiment pas difficile. Parfois, c'est un peu subtil de montrer la bijection, parce qu'il faut trouver vraiment une bijection explicite avec une formule générale, tout ça, parce qu'on a un nombre infini d'éléments. Mais ici, on a juste un nombre très, très petit d'éléments. On a juste 8 éléments, et donc il faut juste faire le calcul et voir que, ouais, on a vraiment une bijection, puisque chaque élément a un et un seul antécédent. OK. Et donc voilà, je crois que c'est fini. Et pour l'exercice 16 et 17, je crois ils sont un peu trop difficile au niveau d'examen, par exemple. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez faire ça, et vous pouvez m'envoyer vos corrigés. Et je peux vous donner la réponse par email et tout ça. Mais on va pas parler de ces deux exercices dans notre séance de TD. Donc, on se verrait après les vacances de Noël. Et on va regarder juste les deux feuilles qui restent, et donc sur les anneaux et le polynôme. Et il y a encore des questions? Ok, sinon merci beaucoup, et je vous souhaite comment dire, des bonnes vacances, et bonne année, et bonne Noël, et joyeuses fêtes. Merci, bonne fête de fin d'année à vous aussi. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, bonne fin d'année. OK, merci beaucoup. Ouais, j'ai appris cette expression. OK, bonne fin d'année à tous, et ouais, et on se verrait l'année prochaine. Et il y aura aussi un CC. OK, donc il nous reste juste 2 CC. OK, merci beaucoup. Au revoir, bonne fête de fin d'année. OK, au revoir.